Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je pense que ça va être une grosse vidéo, ou en tout cas une vidéo assez conséquente, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à aller voir, et j'ai envie de faire un petit peu un tour d'horizon sur ce qui est en train de se passer, sur Bitcoin, sur Ethereum, sur le S&P 500, le Nasdaq, aller voir un petit peu ce que donne le dollar, etc., pour avoir une vision d'ensemble et essayer de voir où est-ce qu'on se dirige, comment on pourrait appréhender les semaines, voire les mois à venir, et tout simplement comment se porte notre bull run. Parce que oui, je vous le rappelle, on est censé être en phase de bull run. Et c'est vrai qu'en ce moment, on peut se poser des questions parce que tout simplement sur Bitcoin, ça fait un long moment qu'on est en phase de stagnation, voire d'accumulation. Et je comprends que la plupart d'entre vous se demandent ce qui est en train de se passer et commencent peut-être même à être impatients. Donc on va aller analyser tout ça. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez ce format, je vous propose de mettre un like sur cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de mettre un petit commentaire parce que ça aide au référencement, ça fait grandir la chaîne et ça me donne de la force pour continuer. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Ah oui, et puis juste avant de commencer, pour info, j'ai fait une petite analyse de Solana hier soir dans une vidéo, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien de la vidéo en description et en haut à droite, comme ça vous pourrez aller voir de vous-même juste après cette vidéo. Alors je ne vais pas commencer par Bitcoin, mais je vais commencer par le Nasdaq et le S&P 500 parce que on est sur des nouveaux sommets historiques pour ces deux actifs. Si on regarde, donc hier, on a fait un plus haut sommet sur le Nasdaq, mais aussi sur le S&P 500. Donc c'est très très important à regarder parce qu'en fait le S&P 500 et le Nasdaq sont assez corrélés avec l'évolution du prix du Bitcoin et notamment le Nasdaq d'ailleurs. Et ce qu'il faut regarder, c'est que sur le Nasdaq, on est quand même sur une phase haussière long terme qui est indéniable, mais on pourrait être sur le point justement d'être venu chercher les derniers stops des shorters qui s'étaient positionnés juste au-dessus de ce dernier plus haut et donc d'enclencher une espèce de petite phase de correction pour, pourquoi pas, retourner chercher des niveaux qu'on a laissés, par exemple à ce niveau-là, ou même à ce niveau-là, et encore plus bas si jamais la correction se poursuit sur les niveaux de support. Ça voudrait dire tout simplement qu'on rentrerait potentiellement en phase d'accumulation, un petit peu comme sur Bitcoin, puisque je vous le rappelle, tout simplement sur Bitcoin, ça fait quelques mois qu'on est dans une phase latérale. Donc pourquoi pas tout simplement faire le même style d'évolution. Surtout qu'en plus, en ce moment, je pense que les marchés attendent la nouvelle, enfin en tout cas l'audit de la réserve d'or aux États-Unis, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en gros, il me semble que c'est Elon Musk qui a demandé à ce que la réserve d'or aux États-Unis soit auditée, donc qui fasse en fait un petit check-up de tout ce qu'ils ont. Et honnêtement, ça peut avoir de très très belles conséquences pour les crypto-monnaies, comme ça peut être assez compliqué. Alors je vais essayer de vous expliquer tout ça et de vulgariser pour que ce soit plus simple à comprendre, mais en gros, les États-Unis, ils ont, si je ne dis pas de bêtises, 261 millions d'onces d'or qui sont cotées avec un prix de 1970 ou 1973 qui est de 42 dollars. Donc actuellement, ils ont une marge de manœuvre qui est assez conséquente, puisqu'en gros, s'ils viennent faire le décompte de tout ce qu'ils ont d'onces d'or, sachant qu'aujourd'hui, une once d'or, ça vaut à peu près 2800 dollars, et bien tout simplement, ils peuvent se dire que, en gros, il y a 800 milliards de dollars qui dorment, qui sont cachés, et qui pourraient donc ajouter à leur bilan sans augmenter leur dette. Donc ça, c'est une stratégie qui est ultra intéressante pour essayer de récupérer des fonds, parce qu'en fait, les taxes douanières qu'a mis en place Donald Trump sont pas assez suffisantes pour compenser la réduction des impôts qu'il a prévue. Enfin bref, il y a tout un système derrière qui s'enclenche et qui est au final pas si décollant que ça, mais qui a quand même quelques difficultés. Enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, cette réserve d'or, si jamais ils arrivent à l'auditer, parce que déjà c'est pas gagné, eh bien ils pourront potentiellement s'en servir comme marge de manœuvre. Donc ça a des bons côtés, mais ça a aussi ses mauvais côtés parce que potentiellement en fait, ça ferait tout simplement chuter le dollar puisque les investisseurs se tourneraient vers l'or au lieu de vers le dollar. Donc en fait, ça pourrait affaiblir la force du dollar et notamment la force du dollar dans les échanges internationaux. Donc c'est quand même pas l'objectif d'avoir une dédollarisation des échanges internationaux parce que même si aujourd'hui une grande majorité des échanges se font en dollars, il y a quand même les BRICS qui poussent derrière. Alors ça fait très longtemps qu'on en parle, etc. Donc c'est peut-être pas demain que ça va changer, mais bon, il y a quand même une possibilité, il faut y faire attention et je pense que ce risque-là, il va falloir le mesurer. En tout cas, bon, c'est à eux de gérer ça, mais ça peut être un des points négatifs, en tout cas pour eux, si jamais ils viennent à auditer leur réserve d'or. Enfin bref, en tout cas pour les crypto-monnaies, ce ne sera pas une mauvaise chose parce que si les investisseurs se mettent à investir sur l'or et qu'ils se sortent un petit peu de l'emprise du dollar, et bien tout simplement ça va redonner une place centrale à cet actif et ça risque de profiter au Bitcoin parce que tout simplement si on se dit qu'on va investir sur de l'or, on peut aussi se dire qu'on va investir sur de l'or numérique qui est tout simplement le Bitcoin. Et en plus de ça, le Bitcoin, on sait combien il y en a,
on sait qu'il n'y en aura pas plus. Et en fait, on a un petit peu la même technique puisque on va auditer les réserves d'or, on va savoir combien on a d'or, tout comme ce qui se passe pour Bitcoin. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair. En tout cas, vous avez compris qu'on risque d'avoir de gros mouvements de volatilité suite à cette annonce et suite potentiellement aux résultats, et pas que sur les crypto-monnaies, ça peut affecter tous les marchés en général. Donc il va falloir faire attention et s'y préparer. Et c'est aussi pour ça que je pense que les marchés sont pour l'instant un petit peu dans le flou et qu'on n'arrive pas à breaker très franchement la dernière résistance qu'on a juste ici, et qu'on pourrait pourquoi pas s'attendre à avoir donc une dernière mèche qui vienne liquider les derniers shorters pour ensuite repartir petit à petit, chercher ce que je vous disais tout à l'heure, des zones qu'on a laissées un petit peu en dessous et surtout sur le niveau de support. Donc ce sera à suivre parce que généralement le Nasdaq et le S&P 500 sont assez corrélés avec ce qui se passe sur Bitcoin et sur l'ensemble de l'écosystème crypto. Donc ça peut nous aider à se positionner. Et donc je parlais tout à l'heure du dollar et en fait on voit que sur le dollar, on est en train de corriger et ce depuis mi-janvier 2025. Donc j'ai envie de dire c'est pas plus mal pour les crypto-monnaies parce que vous le savez, généralement quand on a un dollar qui corrige, on a des crypto-monnaies qui évoluent à la hausse et inversement quand on a un dollar qui évolue à la hausse, on a des crypto-monnaies qui corrigent. Ça, c'est un effet de vase communicant. Je vous l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, donc je ne vais pas revenir dessus. Et ce à quoi on pourrait s'attendre sur le dollar, c'est de retourner, pourquoi pas, travailler des niveaux qu'on a laissés en dessous de ce point bas du 6 décembre et de, pourquoi pas, petit à petit, créer une espèce de pattern en épaule-tête-épaule et revenir chercher des niveaux qu'on a laissés sous ce point-là, autour du point bas du 5 novembre 2024. Ça, ce serait assez positif pour l'écosystème crypto. Et en fait, si on a justement des, entre guillemets, bonnes nouvelles sur la réserve d'or aux États-Unis, eh bien ça pourrait dévaloriser le dollar et avoir ce type d'évolution à la baisse, ce qui profiterait donc aux crypto-monnaies. Si on regarde maintenant ce qui se passe pour Bitcoin. Alors hier soir, donc dans ma vidéo sur l'analyse de Solana, je vous disais rapidement qu'on avait donc cette mèche. En tout cas, le corps de chandelle, quand je vous en ai parlé, était très bas. Et en fait, on est venu chercher des liquidations autour des 94-93 000 $. Et ensuite, on est remonté. Alors, je pensais honnêtement qu'on continuerait de corriger pour aller chercher la zone d'intérêt parce qu'on n'est toujours pas revenu la chercher. On est allé la chercher une première fois avec la mèche qu'on a fait le 3 février. Mais bon, personnellement, je pense que c'est pas suffisant. Je pense qu'en fait, on va revenir travailler en fait toute cette zone qu'on a laissée ici. Et pour l'instant, c'est pas trop le cas parce que bon, on est venu chercher en fait avec la mèche d'hier le point le plus bas du 12 février. Donc on est venu chercher des stop-loss des acheteurs et on a toujours cette espèce de phase d'accumulation qui est pas très belle et qui personnellement me fait dire qu'on pourrait continuer de corriger et de retourner petit à petit dans cette zone sur le niveau de support des 91 500 $. Et donc si on fait ça, ça permettrait tout simplement au RSI de continuer de corriger, de repartir dans des zones de survente pour ensuite rebondir. Et en plus de ça, quand on regarde, on voit que on vient de venir chercher une nouvelle fois la tendance baissière. Et donc cette tendance baissière qui, je vous le rappelle, est tracée tout simplement depuis mi-novembre. Donc pour l'instant, elle fonctionne assez bien. Donc je vais la garder parce que c'est selon moi un des indicateurs qui est très important parce que quand on va commencer à la casser à la hausse, ça voudra dire que le prix sera prêt à poser un bottom et à repartir. Mais bon, pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Je pense qu'on va avoir justement cette dernière jambe baissière pour aller chercher les supports autour de 91 500 $ avant de pourquoi pas repartir. Et déjà, ce sera bien parce que si on regarde, on voit qu'on a quand même laissé des fair value gap en dessous, qu'on n'est pas venu travailler, qu'on n'est pas venu combler et qu'on a un gros niveau de support entre 71 000 et 73 000 $. Donc, est-ce qu'on va avoir une dernière jambe qui va venir travailler ces zones-là, faire énormément de mal à tout le monde, faire capituler tout le monde, poser un bottom et repartir? Ça, je ne sais pas parce que honnêtement, pour l'instant, enfin en tout cas moi, ma première target sur Bitcoin, c'est les 91 500 $. Tant qu'on n'y est pas arrivé et qu'on n'a pas pu analyser les choses, honnêtement, je reste quand même toujours baissier. Dans tous les cas, il faut s'attendre à ce que l'évolution du prix du Bitcoin soit corrélée avec l'évolution des nouvelles macroéconomiques et notamment des taux d'intérêt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la prochaine réunion de la Fed, en tout cas la prochaine fois qu'ils vont annoncer s'ils baissent ou s'ils montent les taux ou s'ils restent sur des taux identiques, ce sera dans 28 jours et donc ce sera prévu pour le 19 mars 2025. Et attention, je vous spoile rien parce que vous le savez, mais actuellement, on est sur un très très faible pourcentage de chances d'avoir une baisse des taux. Là, on est sur 2,5% et en fait, ça aussi, c'est corrélé avec l'inflation. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, je vous en ai déjà parlé, donc vous connaissez déjà, mais en gros, voilà, si on se met sur l'inflation, on a une corrélation entre la baisse des taux d'intérêt et l'inflation, puisque, souvenez-vous, l'année dernière, en gros, l'objectif de la Fed, c'était d'atteindre les 2% d'inflation et de baisser les taux. C'est ce qu'on a eu donc en septembre ou octobre, je ne sais plus exactement si je ne dis pas de bêtises. Et là, en fait, l'objectif, c'est de ne pas forcément atteindre les 2%,
avant de baisser les taux, ce qu'a dit Jérôme Powell lors de son dernier passage. Et actuellement, on est quand même assez bas puisqu'on est sur 2,29% d'inflation, ce qui est en fait un petit peu décorrélé avec les chiffres qu'on a eu dernièrement, puisqu'en fait c'était des chiffres de janvier. Et là, donc prochainement, on va avoir les chiffres de février qui seront bien meilleurs et qui risquent de faire rebondir le Bitcoin. Donc si on a des chiffres sur l'inflation qui sont bons, ça veut dire que le sentiment général va se mettre à penser un peu plus à la baisse des taux, qu'on pourrait pourquoi pas avoir plus une mais deux baisses des taux dans l'année, ce qui serait un bon signal haussier pour les actifs risqués et donc qui permettrait à Bitcoin de rebondir. Et donc comme on a encore 28 jours à attendre, je pense que durant ces 28 jours, on risque de ne pas avoir beaucoup de mouvements, que ce soit haussier ou baissier, mais qu'on risque d'avoir de la latéralisation ou au moins de la correction pour retourner chercher ces zones-là avant d'avoir des bonnes nouvelles, chercher un bottom sur le support et repartir petit à petit à la hausse. Et donc, on aura bien entendu de la résistance sur les 100 000 $, mais souvenez-vous, on a aussi des liquidations à aller chercher bien plus haut. Alors, je vais attendre que ça charge. Donc, si on regarde rapidement le graphique de 24 heures, on a des liquidations à aller chercher sur les 93 000 $ qu'on a laissé hier avec la mèche. Et si on se met sur du plus long terme, voilà, vous voyez que les liquidations les plus importantes sont situées sur 107 000, sur 109 000 et sur 110 000. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on en a un petit peu avant, on en a sur les 100 000 $, évidemment sur la résistance, et qu'on pourrait en avoir un petit peu en dessous des 92 000 sur le niveau de support dont je vous parle depuis maintenant un bon moment. Donc finalement, c'est tout à fait normal, on a des liquidations à ce niveau-là, et sur les anciens niveaux de résistance, en tout cas les anciens ATH. Donc c'est des points d'intérêt très importants à connaître et qu'il faut bien entendu garder en tête. Ah oui, autre chose que je voulais vous montrer, c'est le Fear and Greed Index. Parce que je vous en ai parlé la dernière fois, il me semble qu'on était revenu à 50. Là, on a eu hier une belle correction, donc on est redescendu, on est à 44 actuellement. Donc ça montre que le sentiment général est plutôt baissier, il y a beaucoup de shorters, ce qui me fait en fait privilégier le fait qu'on continue petit à petit à corriger tout simplement. Dans tous les cas, quand on a des Fear and Greed Index qui passent dans la moitié basse de la jauge, c'est généralement de belles occasions pour se positionner. Alors là, attention, parce qu'on est quand même sur un truc qui est plutôt central. Donc je ne dis pas qu'il faut se positionner maintenant. Justement, au contraire, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Mais souvenez-vous que, en gros, plus la jauge est rouge, mieux c'est pour se positionner, parce que ça veut dire que le sentiment général est baissier. Ça veut dire que plus personne n'est euphorique, tout le monde a capitulé et que tout le monde pense que ça va repartir à zéro. Et qu'en fait, justement, c'est à ce moment-là que les grosses institutions, que les grosses baleines en profitent pour racheter en solde des crypto-monnaies, des altcoins, etc., qui ont de forts potentiels et qui sont de bonne qualité, et que la jauge petit à petit remonte. Et inversement, quand on a une jauge qui arrive dans le vert, où tout le monde est euphorique, où il y a énormément de personnes qui se positionnent, des nouveaux qui entrent dans le marché, qui entrent très haut, c'est là que les institutions et les baleines commencent à dumper sur les gens, et c'est souvent là qu'on a des sommets. Dans tous les cas, bien entendu, je vous tiendrai au courant. Donc pour ceux que ça intéresse de suivre ça, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Et donc maintenant qu'on a vu Bitcoin, on va aller voir Ethereum rapidement. Donc sur Ethereum, on est aussi sur une phase baissière. Donc là, ça ne change pas par rapport à ce que je vous ai dit il n'y a pas si longtemps, donc dernière analyse d'Ethereum. Ce qui est très important de regarder, c'est que, encore une fois, on vient taper la tendance baissière sur le RSI, donc indicateur très puissant, parce que là, on est sur un point stratégique, parce que si on arrive à casser à la hausse la tendance et qu'on repart petit à petit vers les zones de surachat, ça voudra dire que Ethereum va reprendre de la force, pouvoir rebondir sur le support et petit à petit, pourquoi pas, casser les 4000 $. Ça, ce serait un scénario possible. Maintenant, attention, parce que si sur le RSI, on a de la correction et on repart encore une fois en dessous de la tendance, chercher des zones de survente, et bien là, on pourrait tout simplement retourner travailler les niveaux qu'on a laissés sous ces dernières mèches ici, et tout simplement la mèche du 3 février, parce que comme vous le voyez, on n'est pas encore venu travailler cette zone-là, donc pourquoi pas avoir une correction, aller chercher la tendance haussière long terme dont je vous ai déjà parlé, qui est tracée depuis maintenant mi-juin 2022, qui supporte le prix, et donc ça pourrait permettre en fait de poser un bottom proprement, faire une petite phase d'accumulation et repartir petit à petit tranquillement. Donc vous voyez qu'à la fois sur Bitcoin et sur Ethereum, on a une potentielle dernière baisse qui pourrait arriver dans les 28 jours qui nous restent avant l'annonce de la Fed. Et donc bien entendu, vous allez me poser la question, mais alors nos altcoins, qu'est-ce qu'il faut en faire? Eh bien tout simplement, moi ce que je fais personnellement, c'est que j'attends. Je laisse mes positions tourner. Là, on est sur un moment d'incertitude. On a une latéralisation sur Bitcoin, sur Ethereum et on a même de la correction sur pas mal d'altcoins. Donc oui, le marché est dans le rouge, le marché saigne.
Mais bon, selon moi, on va attendre de réussir à poser un bottom sur Bitcoin pour ensuite pouvoir lancer quelques altcoins. Et donc à ce moment-là, je vous indiquerai sur quels altcoins je recharge et tout ça sur Telegram et sur YouTube. Donc si jamais vous voulez aussi rejoindre le canal Telegram, là je vous précise un petit peu plus les choses à chaque fois que je me positionne, je vous le mets en direct. Donc si vous voulez rejoindre, vous avez le lien en description. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que si vous n'avez pas de compte de trading, si vous ne savez pas sur quelle plateforme acheter vos crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet. C'est la plateforme que j'utilise personnellement pour 80% de mes investissements en crypto-monnaie. C'est ultra intuitif. Je vous ai même fait une vidéo pour vous expliquer comment ça marche. En plus, le BGB, donc le jeton natif de la plateforme, est en pleine expansion. Il y a de plus en plus d'utilisateurs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage. Et si vous avez la moindre question, mettez-la moi en commentaire. Alors je crois qu'on a fait le tour sur ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que j'ai rien oublié. Je voulais quand même avoir votre avis sur Bitcoin et sur Ethereum, parce que est-ce que selon vous, sur Bitcoin, on va retourner chercher le niveau de support ou pas? Ou même, qu'est-ce que vous pensez des fair value gap qu'on a laissé en dessous sur les 80 000, voire les 75 000, voire même les 72 000 dollars? Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on aille chercher ces zones-là? Ou bien est-ce que vous pensez tout simplement qu'on va avoir un rebond imminent et qu'on va repartir à la hausse? Donc si vous avez un avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est bien de le partager à tout le monde. Je vous rappelle aussi que j'ai fait l'analyse de Solana hier soir en vidéo, donc vous avez l'avant-dernière vidéo qui concerne l'analyse de Solana. Si ça vous intéresse, je vous la mets en description. Et n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo parce que ça me donne de la force pour continuer et ça me permet aussi de voir si vous aimez toujours mon travail. Donc je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!